Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à la qualité de vie au travail. Nous vous proposons de patienter quelques instants le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Nous attendons environ 250 personnes aujourd'hui pour ce webinaire qui doit commencer donc à 10 h d'ici quelques minutes et je vous invite à vous installer confortablement et à patienter avec nous le temps de démarrer ce webinaire. Donc, normalement, je vous dirais d'aller vous servir un petit café, un thé ou une tisane. Nous, personnellement, donc en Moselle, à Metz, il fait déjà 25 degrés. Alors, je vous conseille peut-être de prendre de l'eau fraîche, une boisson fraîche près de votre ordinateur pour pouvoir assister à ce webinaire en toute tranquillité. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à bonjour Brigitte qui nous dit bonjour. Donc, effectivement, vous avez un onglet questions situé sur l'onglet sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon, si jamais vous deviez avoir un souci de connexion ou des lenteurs au niveau de la présentation. Alors, pas d'inquiétude, donc cela vient de votre connexion Internet. Vous aurez accès au replay à la fin de la présentation. Vous le recevrez automatiquement par mail. Voilà, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Merci Lydie pour votre retour, son et image OK, c'est parfait. Donc tout le monde se connecte petit à petit, le compteur monte. Je vous propose de patienter encore quelques instants avant que nous commencions ce webinaire dédié donc à la qualité de vie au travail pendant cette semaine qui était dédiée à la QVT. Donc, ce webinaire vous est proposé par GEST, l'Association des services de santé au travail du Grand Est. Et nous allons commencer dans quelques instants. Alors, Elisabeth nous dit qu'en Alsace, il fait déjà 27 degrés. Effectivement, en plein soleil, on chauffe. Aujourd'hui va être une journée chaude, mais les orages arrivent et tout cela va permettre de faire redescendre la température. Après le mois de mai que nous avons eu, on ne va pas forcément se plaindre d'avoir un peu de soleil et de chaleur. Mais effectivement, dans le Grand Est, c'est tout ou rien. Généralement, c'est souvent ça. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien au webinaire sur la qualité de vie au travail et on vous demande de patienter quelques instants, le temps de pouvoir accueillir tout le monde puisque nous attendons environ 250 personnes aujourd'hui. Voilà, donc encore 1 ou 2 minutes de patience. N'hésitez pas sur l'onglet questions situé à votre droite de nous dire si vous nous entendez bien. Cet onglet vous permettra également de poser des questions pendant le webinaire. Sachez que celles-ci sont totalement individuelles. Bonjour Cindy. Donc je vois que tout le monde nous entend, donc c'est parfait. Encore quelques secondes de patience et nous allons démarrer ce webinaire. Son et image OK. Merci beaucoup, Emeline, pour votre retour. Donc, encore une fois, pour les gens qui nous rejoignent, pas d'inquiétude si vous perdez une connexion ou qu'il y a des lenteurs, le replay sera disponible directement à la fin du webinaire. Vous le recevrez par mail. Merci, Denis, pour votre retour. Eh bien, écoutez, il est 10h03, donc on va commencer ce webinaire. Nous attendons environ 250 personnes. Les gens pourront nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, je vous propose de lancer ce webinaire dédié à la qualité de vie au travail. Alors, je suis Claire Grunder, responsable communication au sein du service Agestra en Moselle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du travail ensemble en phase de crise. Comment, dans la crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an et demi, nous pouvons retravailler bien ensemble. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille notamment Cécile Gobert, psychologue du travail à l'AST 67, et Olivier Ries, médecin du travail au CIST Centre-Alsace. Dans les starting blocks que vous ne voyez pas, mais qui sont là en back-office pour répondre à vos questions sur l'onglet situé à votre droite, nous avons Diane Leterrier et Pierre Demonceau, tous deux psychologues du travail chez Agestra et à l'AST 08, ainsi que Cynthia Ladu, infirmière en santé au travail chez Agestra.
Nous remercions également Frédéric Gallois, qui n'est pas présente aujourd'hui, psychologue au STSA, mais qui a participé vivement à l'élaboration de ce webinaire. Celui-ci va durer environ 45 minutes. Pendant que nous vous présentons le webinaire, vous pouvez donc poser vos questions sur l'onglet situé à votre droite. Celles-ci sont totalement privées et notre équipe peut y répondre, donc surtout n'hésitez pas. Encore une fois, le webinaire sera disponible à la fin en replay de notre présentation et vous retrouverez également la présentation en PDF sur le site de l'association GEST. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui pour ce webinaire? Donc, tout d'abord, nous allons vous faire une brève introduction pour vous expliquer ce qu'est la qualité de vie au travail. Puis, nous ferons un focus sur les acteurs en entreprise pour comprendre de quelle manière elles s'articulent. Nous ferons également des constats et parlerons des problématiques soulevées notamment avec la crise que nous vivons actuellement depuis 1 an et demi, donc avec la Covid-19. Et enfin, on rentrera un peu plus dans le concret pour la dernière partie de ce webinaire en vous parlant d'une part des outils qui vous permettent de recréer le lien qui a pu se casser ces derniers mois, en vous présentant des exemples concrets avec les outils mis en place pour ces exemples, et enfin, se dire que fait-on maintenant après. Alors Olivier, donc médecin au travail au CIST Central Alsace, je vous laisse nous en dire un peu plus sur la qualité de vie au travail. Bonjour Olivier. Bonjour, merci Claire. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de rappeler rapidement ce qu'est la qualité de vie au travail, même si je me doute que vous avez quelques notions là-dessus. Donc, d'après l'ANACT, c'est une démarche qui consiste à faire en sorte que le salarié se sente bien dans son entreprise pour permettre à l'entreprise d'être plus performante et de réduire les problèmes d'absentéisme, de faciliter les changements et les problèmes de production. Donc, cette démarche nécessite évidemment que tout le monde travaille ensemble au sein d'un même objectif. Les dimensions de la QVT, qualité de vie au travail, sont multiples. Et il s'articule autour tout d'abord d'un management participatif avec un engagement de la direction, des salariés et de tous les acteurs qui entourent la QVT. Il nécessite d'avoir des relations au travail qui soient stables, un climat social serein où les personnes s'entendent bien, autant entre collègues que collègues hiérarchiques, direction et organismes syndicaux, que le contenu du travail soit satisfaisant, épanouissant, que les gens aient un sens à ce qu'ils font, qu'ils soient évidemment en bonne santé, donc ça implique qu'ils soient en bonne santé mentale et physique, et qu'il n'y ait pas d'altération de leur santé par le travail, que leurs compétences soient reconnues, qu'ils puissent en acquérir de nouvelles au cours de leur carrière professionnelle, pour permettre en fin de carrière d'avoir des postes adaptés, qu'ils se sentent reconnus et égaux entre eux sur un même poste. Donc, tous ces déterminants sont importants pour que le salarié se sente bien et puisse s'épanouir dans son entreprise. Alors, on va voir le travailler ensemble au travers de petites questions. Alors effectivement, donc merci Olivier pour cette introduction. Alors simplement quelques instants, dites-nous selon vous, donc vous avez un onglet sondage situé à côté de l'onglet questions. Prenez quelques secondes pour y répondre. Alors pour vous, travailler ensemble, c'est d'abord faire partie de la même entreprise, avoir des objectifs communs, nouer des liens sociaux et amicaux avec vos collègues ou être dans l'entraide. Donc n'hésitez pas, prenez quelques secondes, je vois que les réponses arrivent. Donc vous avez l'onglet sondage situé sur votre droite. Donc dites-nous, et Olivier, je vais vous dire quelle est la tendance. Alors ça répond. C'est serré entre deux réponses. Alors, on est très serré entre être dans l'entraide et avoir des objectifs communs. Alors, c'est normal que ça soit serré, c'est deux composants essentiels de la qualité de vie au travail, même si toutes les autres propositions étaient importantes. Et on verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors, effectivement, donc merci à tous pour répondre. Eh ben, on arrive à la fin du sondage et on a vraiment à équivalence ces deux notions qui arrivent à chacune 40%, puis nouer des liens et ensuite faire partie de la même entreprise. Alors maintenant, nous allons parler des freins. Alors, un nouveau sondage vient d'apparaître, donc de la même manière, prenez quelques secondes.
Alors, quels sont pour vous les freins au bien travailler ensemble? Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Alors, une mauvaise organisation du travail, un manque de matériel, un manque d'envie ou de motivation, la mésentente entre les collègues, les pressions subies ou le manque de communication avec la hiérarchie. Alors, de même, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, la tendance va vers... Alors, c'est bien, vous êtes nombreux à répondre, donc c'est très, très interactif, ça change au coup par coup. Alors, la tendance va vers la mauvaise organisation du travail, la mésentente entre les collègues et le manque de communication avec la hiérarchie. Ces trois éléments arrivent quasiment à 20% chacun en tête de Ouais, liste. c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent, hein. Et bien souvent, ils sont intriqués entre eux, hein. La mésentente entre les collègues, avec la hiérarchie, sont souvent dus à des mauvaises organisations dans l'entreprise. Tous ces freins sont multiples et on va vous montrer un petit peu quels sont les outils pour les lever. Tout à fait, on verra ça dans la suite de ce webinaire. Enfin, dernière petite question. Alors, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour bien travailler ensemble? Donc, le sondage vient d'apparaître, c'est notre dernier sondage. Et après, nous parlerons à proprement parler de tous ces éléments. Donc, selon vous, quelles sont ces qualités? Alors, la rigueur, la bienveillance, le dialogue, les compétences professionnelles ou le matériel adéquat. Alors, de même, on vous laisse quelques secondes. En première position, qui prend la main? Alors, à votre avis, Olivier, que retrouve-t-on? La bienveillance, je pense. Alors, la bienveillance est juste en dessous, mais le premier est le dialogue. Mais les deux, Dialogue, oui. maintenant, sont également assez en priorité. Mais le dialogue revient pour l'instant à 40% quasiment. Dialogue, communication, hein, c'est la clé pour en faire en sorte que les problèmes se résolvent sereinement, hein. C'est clair. Donc, effectivement, alors merci à tous pour avoir joué le jeu et nous permettre voilà, de lancer ce webinaire. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les différents acteurs de la qualité de vie au travail en entreprise, Olivier? Alors, ils sont nombreux et on va prendre un tout petit peu de temps pour s'appuyer dessus, les présenter. Donc, il y a ceux qui sont internes à vos entreprises et ceux que vous pouvez solliciter en externe. Donc, en interne, évidemment, le premier et le plus important, on va dire, c'est le salarié, hein, celui qui constitue l'entreprise, qui est la première personne à solliciter, la première personne également à souffrir d'une dégradation de ses conditions de travail. Donc, ces salariés sont vifs, ils connaissent leur métier, sont source de propositions. L'important est vraiment qu'ils se sentent écoutés, soient écoutés, que les mesures qui sont proposées puissent être soutenues dans la mesure du possible, avec un soutien de leur hiérarchie. Donc, la direction, c'est l'autre tête de cette QVT, puisque c'est eux ou lui ou elle qui est garant de la santé physique et mentale des collaborateurs. C'est la direction qui met en place les concepts, la vision d'entreprise, qui dialogue, qui fait descendre les informations pour que le salarié se sente bien, qu'il soit plus performant, qu'il y ait moins d'accidents, d'arrêts maladie, et qui est également source d'une cohésion sociale entre les différents individus qui forment l'entreprise. À côté de ça, tout aussi important, c'est les managers de terrain, de proximité, qui sont là pour motiver les salariés, les opérateurs, qui écoutent leurs besoins, qui font remonter ces besoins à la direction, à la hiérarchie, et c'est eux qui sont experts de leur domaine et qui sont source de propositions également. Tout aussi important, ce sont les ressources humaines, qui sont là un peu en pivot, en lien entre la direction, les salariés et les managers. Ce sont eux qui permettent que tout le monde puisse s'exprimer, travailler ensemble. Ils sont capables aussi de remonter des informations, de sentir une dégradation du climat social, d'alerter les différents organismes, l'employeur. Voilà, c'est vraiment un acteur important de la QVT. Tous ces acteurs échangent au moment des CSE, qui est un moment privilégié dans l'entreprise, puisque les
La direction est en contact direct avec les représentants du personnel, les ressources humaines, les managers. Chacun s'exprime et essaie de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés et permettre de prévenir les dégradations du climat social, des souffrances qui peuvent être perçues par les salariés. Enfin, dernier acteur important qui est au sein de vos entreprises, ce sont les représentants du personnel qui sont là en tant que vigiles, garde-fous, qui alertent l'employeur en cas de dégradation de la qualité de vie au travail et sont également source de propositions. Donc ça, c'était les acteurs internes. Et ensuite, il y a les acteurs externes que vous pouvez solliciter à travers les SSTI, les services de santé au travail interentreprise, qui sont constitués d'une part du médecin et de l'infirmier de santé au travail, qui voient vos collaborateurs en visite périodique, mais pas que, qui sont également susceptibles d'intervenir pour dénouer des situations personnelles, individuelles ou collectives. Dans ces cas-là, c'est un intervenant qui a un regard neutre sur une situation et qui peut orienter les salariés qui seraient en souffrance vers un spécialiste ou leur médecin traitant pour effectuer des soins. Ils œuvrent pour maintenir un état de santé correct des salariés en menant des actions de prévention dans les entreprises. Donc, il existe aussi des psychologues du travail qui sont au sein des services de santé interentreprises ou alors qui travaillent en externe et qui ont une activité de prévention et non thérapeutique. Ils recherchent à trouver les déterminants collectifs d'une dégradation organisationnelle et de souffrance au travail pour remettre du sens et du dialogue entre les salariés. Enfin, dernier intervenant qui nous semble nécessaire, c'est l'assistant social qui prend en charge les personnes en source de précarité pour les aider pour les démarches administratives. Donc, c'était un petit peu long, mais c'était pour vous dire que la QVT, c'est quelque chose de compliqué et qui nécessite de multiples acteurs qui travaillent en bonne intelligence, en mettant au centre le salarié qui est expert de son domaine, de son travail, qui participe, exprime et est source de propositions. Ces propositions sont ensuite reprises et développées dans des groupes de travail qui les représentent avec des managers, des instances syndicales ou de la direction, qui élaborent des plans d'action qui sont ensuite développés, validés, suivis par la direction. Merci beaucoup Olivier. Donc effectivement, il fallait prendre un peu de temps pour poser les différents acteurs et comprendre comment la QVT peut s'articuler en entreprise. Alors pour cette dernière partie, alors si vous arrivez à parler un petit peu plus fort, nous avons eu des retours comme quoi on vous entendait de loin. Alors n'hésitez pas à parler un peu plus fort. Donc parlez-nous de la Covid-19. Quels sont les constats et les problématiques rencontrées par rapport à la qualité de vie au travail et au travailler ensemble, Olivier? Oui, alors la Covid-19, ça a vraiment tout changé, hein. Si on se rappelle un petit peu l'historique, donc en mars 2020, on s'est retrouvés tous en confinement, en télétravail forcé, ce qui a entraîné des perturbations majeures pour les entreprises, hein, puisque la plupart d'entre elles étaient au balbutiement du télétravail et se sont retrouvées un petit peu propulsées, obligées de passer le cap. Donc rien n'était prêt, au niveau matériel notamment, PC, téléphone portable, des lignes sécurisées. Au niveau humain, comment est-ce qu'on communique? Par mail, par visio, quels outils, comment, jusqu'à quand? Enfin, c'était le chaos, ce qui a désorganisé les services. Certaines tâches étaient télétravaillables, d'autres pas, mais tout le monde était quand même à la maison autant que possible. Les consignes gouvernementales étaient floues pendant plusieurs semaines, voire mois, au début de l'épidémie, ce qui a entraîné un contexte d'incertitude, de flou pour tout le monde, autant pour les salariés que pour leurs responsables. Et le contexte de la maladie n'a pas arrangé les choses, puisque nombreux sont les personnes qui avaient peur pour leur santé ou pour leurs proches et qui ont aussi perdu un membre de leur entourage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment déstructurant pour une personne, hein.
Donc tout ça fait en sorte que le télétravail tel qu'il a été instauré là en mars 2020, brutalement, a entraîné un facteur de risque pour la santé des salariés. Alors, donc ça c'était un petit historique. Et maintenant, quel constat est-ce que nous en faisons, nous, qui sommes en contact avec les salariés? C'est que la première chose qu'on observe, c'est que les moments d'échange informels ont disparu de fait. Les gens ne se retrouvent plus autour de la machine à café, au déjeuner, aux pauses, ne se retrouvent plus le soir, faire des activités de restaurant ou sportives. Donc tous ces échanges qui étaient non formalisés étaient absolument indispensables pour que les salariés se sentent bien, qu'ils puissent avoir des relations amicales et puissent échanger des informations nécessaires pour le travail. Mis à part ça, en plus, les gens se sentaient isolés, seuls chez eux. Pour les personnes qui avaient pas de, pas de famille, c'était d'autant plus compliqué, ou les personnes qui justement avaient une famille nombreuse avec la garde d'enfants. Tout ça a entraîné des complications importantes qui a désorganisé leur vie personnelle et professionnelle, et une intrication entre les deux. Les personnes ne pouvaient plus non plus se déconnecter ou se connecter tard. Ce surajoutant à ça, c'est l'incertitude concernant la visibilité sur l'avenir, sur le long terme. Est-ce que mon entreprise va survivre? Qu'est-ce que va devenir mon poste? Est-ce que je vais devoir reprendre en travail présentiel? Comment? Voilà, toutes ces problématiques ont désorganisé et ont influencé négativement la santé des salariés. Alors, une question que je pense vous poser, c'est avec les nouvelles mesures gouvernementales, comment allons-nous faire pour faire revenir les personnes au travail, et notamment les personnes isolées, vulnérables? Donc tout ça, ça dépend, c'est du cas par cas, hein. C'est en fonction du poste de travail, des aménagements qui sont possibles, de leur état de santé. Donc leur état de santé nécessite d'avoir pour certains une expertise particulière qui est celle du médecin du travail et qui peut vous donner des conseils spécifiques pour tel ou tel salarié. Il faut bien sûr que les salariés se sentent entendus, soutenus, que leur voix soit portée autour des CSE, des CSCT, et que chaque décision qui soit prise soit ensuite validée et euh, euh, contrôlée à moyen terme. Donc la question de la vaccination qui est également fréquemment posée, c'est qu'allons-nous faire des gens qui sont vaccinés? Et bien pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de mesures gouvernementales, on ne sait pas si les gens vont pouvoir revenir, dans quelles conditions, est-ce que ça va entraîner l'arrêt des mesures barrières, tout ça, on ne sait pas. Donc, quand on est en télétravail, déjà, c'est difficile de reconnaître quelqu'un qui va mal quand on l'a face à soi, mais c'est d'autant plus difficile en télétravail et on va essayer de vous donner quelques pistes pour les déceler, les diagnostiquer. Alors, toutes les répercussions physiques, déjà, sont très difficilement observables quand on a quelqu'un au téléphone ou par mail. Donc ça, si le salarié ne l'exprime pas, il est quasiment impossible d'avoir ces informations. Mais dans le cas où les gens seraient, comme là, nous, en ce moment, en visioconférence, on peut s'apercevoir d'un amaigrissement important, des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui développent de l'eczéma, de psoriasis au niveau du visage, des mains. Alors, toutes ces premières choses qui peuvent alerter un petit peu sur quelque chose qui ne va pas bien. Ensuite, tout ce qui est mental, émotionnel et comportemental. Donc, quelqu'un qui souffre n'est plus capable d'agir normalement dans le sens où elle aura du mal à se concentrer, aura des oublis importants, fera des erreurs inhabituelles. Quelqu'un qui est en poste depuis des années et qui commence à perdre sa performance, à faire des erreurs, ça c'est quelque chose de très important pour déceler quelqu'un qui souffre. Au niveau émotionnel, quand on a quelqu'un au téléphone ou par mail qui est plus froid que d'habitude, qui devient agressif, ou alors on l'entend pleurer au téléphone, bon, ça c'est des signes forts, hein. Et enfin, au niveau comportemental, c'est des personnes qui, d'un seul coup, quittent une réunion, disparaissent, ne répondent plus aux mails pendant plusieurs jours. Voilà, c'est un florilège de symptômes
qui nous font penser que la personne n'est pas dans son état normal, qu'elle souffre et qu'il faut faire quelque chose. Et faire quoi? Donc ça va être tout l'enjeu de la suite de la présentation. Effectivement, merci Olivier pour cette transition. Donc, comme vous l'avez vu, il faut être attentif aux moindres signes pour déceler ce mal-être qui a pu s'installer, hein, que vous soyez vous-même concerné en tant que salarié, que vous soyez un manager ou un employeur. Surtout, donc, soyons attentifs. Donc, pour cette deuxième partie de webinaire, nous allons rentrer donc un peu plus dans le concret. Donc, nous avons vu les constats, qu'en est-il des problématiques, mais plus concrètement, donc Cécile, psychologue du travail à l'AST 67, pouvez-vous nous parler des outils? Qu'est-ce qu'il existe? Que pouvons-nous mettre en place pour justement améliorer ce travailler ensemble qui a été fortement perturbé ces derniers temps? Bonjour Cécile. Bonjour Claire, bonjour Olivier, bonjour à tous. Donc effectivement, là, on va un peu changer d'objectif et un peu de temporalité. On va s'ancrer un peu plus dans le présent et le futur aussi, hein, penser un peu à l'après. Et avant d'aborder l'aspect très outil, ce qu'on verra en détail ensemble, il y a un petit point sur lequel on doit s'attarder, et Olivier l'a évoqué juste avant aussi, c'est le cas des personnes isolées. C'est-à-dire qu'avant de se dire on va fédérer le collectif, il faut faire attention aux personnes qui auraient été un peu laissées de côté, qui petit à petit se seraient un peu détachées du collectif, qui vraiment, je peux parler plus fort effectivement, qui se seraient isolées. Et pour cela, il va falloir que, si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, qu'il y ait mis en place une sorte de vigilance, de surveillance, en tout cas de monitoring de ces personnes qui, petit à petit, on se rend compte, sont un peu moins présentes en réunion, on a moins de leurs nouvelles. Ce monitorage, il peut se faire entre collègues, entre pairs, mais il peut également se faire surtout par le manager et par le responsable. Je crois qu'il y a un... parfait. Alors, si vous constatez que les personnes qui sont isolées sont vraiment dans une posture peut-être de souffrance, il peut parfois être nécessaire que ces personnes se fassent accompagner par des organismes extérieurs. Mais ça, ce sera vraiment dans des cas particuliers. Disons que ça, c'est un prérequis, c'est que il faut laisser personne, on va dire, de côté avant d'envisager de fédérer le collectif. Il faut être sûr que tout le monde soit vraiment au même niveau et soit là, présent. Vous l'avez bien compris, je pense que pour travailler ce collectif, hein, pour vraiment fédérer, le manager et le management vont avoir un rôle central. Vraiment central. Une fois de plus, j'ai envie de dire, hein, on le sait bien. Ah, nous avons perdu Cécile qui a été déconnectée. Alors, un instant, ça arrive, hein, c'est les joies du direct. Alors, je vais remettre Olivier en attendant le PowerPoint en grand. Et donc, Cécile, alors, qui a été déconnectée, la voici. Cécile, je vous fais revenir sur scène. Alors, désolé pour ce contretemps, hein, ça arrive, hein, malheureusement, en fonction des connexions Internet, il se peut que nous ayons des petites déconnexions. Alors, donc Cécile, je vous réinvite sur scène. Est-ce que vous y arrivez ou pas? Donc, je vous propose, c'est le moment d'aller vous chercher une boisson, le temps que Cécile revienne. Alors, donc Cécile est revenue. Il faut réactiver votre caméra en espérant que vous ayez assez de connexion Internet. Alors, Cécile est en train de revenir. On est désolé pour ce contretemps qui arrive. Alors, je n'arrive pas à refaire revenir Cécile, qui a priori a des soucis de connexion. Alors, on réessaye encore quelques instants et sinon, Olivier, il va falloir continuer un peu le temps que Cécile puisse revenir. Eh bien, pas de souci. Alors, Cécile, je laisse Olivier peut-être continuer un peu sur cette partie-là et dès que vous êtes revenu, vous reprenez la main. N'hésitez pas à m'appeler si besoin, Cécile. Donc, on
retrouvera la jolie voix de Cécile un peu plus tard, je pense. Et maintenant, c'est moi qui vais prendre le relais. Alors, on parlait du manager qui est le pilier central, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt en introduction. Et c'est un pilier qui est un peu fragilisé en ce moment. Aujourd'hui, être manager en 2021 pendant la crise du Covid, c'est particulièrement compliqué, puisque c'est des personnes qui ont du mal à, qui sont fragilisées, qui ont du mal à fédérer leur équipe, puisqu'ils ne les voient plus physiquement. Leur travail a été désorganisé, les objectifs ne sont plus clairs non plus, et ils doivent les surveiller, s'assurer de leur bien-être et alerter les responsables. Donc je dirais que le manager, c'est la personne qui est la plus importante aujourd'hui et la personne qui est la plus sollicitée et peut être particulièrement exposée à des détériorations de son état de santé. Donc voilà, une attention particulière sur ces personnes-là. Alors, comme je vous le disais, c'est important en 2021 puisqu'ils doivent jongler avec les injonctions paradoxales entre le bien-être des salariés, faire en sorte que l'entreprise survive à la crise. Ils doivent piloter les actions, mais en même temps prendre soin de leur équipe. Et sachant que c'était déjà compliqué avant et que c'est d'autant plus compliqué avec les outils numériques. Première chose pour qu'un manager puisse faire son travail de pilote, c'est qu'il soit soi-même en bon état, en bonne santé. Il faut qu'il aille bien. C'est impossible pour un manager de prendre en charge des personnes en souffrance si lui-même n'est plus capable de les repérer parce qu'il a trop de travail, que la moindre contrariété renvoie chez lui également une irritabilité. Donc pour ça, la déconnexion, les temps de pause, le soutien de la hiérarchie est primordial, hein. Que faire si on est débordé? Alors, il existe des solutions qui sont des formations à l'écoute des collaborateurs, des formations pour reprendre confiance, donner confiance, apprendre à communiquer, à parler, à également réagir dans des cas particuliers d'agressivité des collaborateurs. Et il faut également des temps de pause, des pauses physiques, d'activité physique, un sommeil réparateur. Donc Olivier, je vous laisse continuer un peu. Cécile a eu un souci d'ordinateur, elle est en train de le redémarrer, mais elle va nous rejoindre. Donc si vous voulez encore avancer d'une ou deux diapositives, et puis dès qu'elle est là, elle pourra reprendre sa partie, hein. Oui, oui, bien sûr, pas de souci pour moi. Alors, le collectif, c'est la clé pour s'en sortir aujourd'hui. On le sait depuis toujours hein, que le collectif protège, le groupe protège, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où les gens sont seuls, ils sont un peu plus isolés, et il faut les remettre dans un groupe, dans une cohésion d'équipe. Donc il faut le soutien d'une part des collègues, donc l'ambiance, l'entraide, la coopération au niveau social et technique. Social, c'est le partage des émotions, le vécu, permettre de prendre du recul. Ça permet d'augmenter le sentiment d'appartenance et l'estime de soi. Et ça passait auparavant grandement par les échanges informels. Et aujourd'hui, il faut recréer ces échanges informels dématérialisés. Au niveau technique, c'est la réduction de la perte de temps, ça réduit les erreurs et augmente les compétences, le sens au travail, le sens qui est absolument primordial pour que les salariés se sentent reconnus et maîtrisent leur métier. Et tout ça entraîne une diminution de leur stress et forcément des répercussions santé possibles. Eh ben super, merci beaucoup Olivier. Du coup, on a retrouvé... Ah non, bon. On vient de reperdre Cécile, malheureusement, qui était là, qui a vraiment des soucis de connexion. Donc,
Alors, j'ai réessayé pour voir si elle revient tout de suite. Sinon, effectivement, eh bien, on va continuer. En tout cas, bravo Olivier pour avoir enchaîné, puisqu'effectivement, hein, c'était notamment Cécile qui devait intervenir. Donc, Cécile, j'essaye de vous refaire revenir, mais apparemment, vous avez vraiment un souci de connexion. C'est embêtant. Écoutez, Olivier, je vous propose de continuer, hein, puisque le but, c'est de pas forcément bloquer nos participants. Si ça va pour vous, bien entendu. Je pense que je vais essayer de reprendre les grandes lignes et Cécile développera quelques petits points que j'ai pu laisser en suspens. Mais voilà, on va faire comme ça, je pense. Parfait. Alors, le collectif, on en parlait, clé de voûte et solution à tout. Et comment le renforcer finalement, comment le mettre en place, puisque aujourd'hui, comme on le disait, les échanges informels, la communication dématérialisée entraînent une perte de ce collectif. Donc, les espaces de convivialité peuvent être créés et renforcés même en temps dématérialisé, avec des pauses qui peuvent être créées au sein d'une plateforme avec des échanges comme ça, où les gens peuvent un petit peu entrer en interaction les uns avec les autres, ce qui permet aussi de connaître d'autres collègues avec qui on n'a pas forcément l'habitude d'échanger. Et des échanges formels. Donc ça, c'est plus pour des réunions que vous avez l'habitude de mener. Ces réunions sont importantes si elles sont bien cadrées, dans le sens où les gens savent déjà combien de temps ça va durer, si c'est bien organisé, qui sont les acteurs, quel est l'objectif de cette réunion, comment est-ce qu'on va l'organiser et dans quel cadre ça s'englobe dans quelque chose de plus grand, un objectif commun. Alors, le travail à distance, comme on l'a dit, c'est un facteur de risque psychosocial important et il faut essayer d'en limiter les effets négatifs sur la santé des personnes. Donc, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est maintenir les rituels existants et mettre en place de nouveaux rituels collectifs et individuels. Donc ça, c'est assez difficile à mettre en place, on a conscience en télétravail, mais autant que possible, il faut le privilégier. Encourager les collaborateurs à s'exprimer. Évidemment, le dialogue, comme vous l'avez dit au tout début, c'est la clé, hein. Les gens doivent parler, peuvent communiquer, échanger, évidemment sans jamais les obliger, mais il faut qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir aller voir leurs responsables ou leur responsable des ressources humaines en cas d'une problématique sociale ou professionnelle, et se sentir moins seul et écouté, soutenu. Les objectifs aussi peuvent et devraient être adaptés à la situation de crise qui perdure depuis déjà maintenant 1 an et demi, avec, on le sait, des objectifs qui ont changé. Elles ont changé et les indicateurs pour atteindre ces objectifs doivent également changer avec cette crise. On ne peut pas demander aux salariés d'avoir les mêmes indicateurs, les mêmes performances, alors que leur environnement de travail a totalement changé, qu'ils ne peuvent plus communiquer correctement les uns avec les autres et que dans une certaine mesure, leur travail également a changé. Parfait, merci. Donc une baisse de productivité temporaire est souhaitable, en tout cas qu'elle soit tolérée et acceptée et discutée avec les salariés. Alors, merci Olivier. Alors, on a retrouvé Cécile en se connectant sur un autre compte. Alors, ce que je vous propose, Olivier, c'est de passer les diapositives pour Cécile. Parce que du coup, on ne peut pas faire le partage d'écran si ça ne vous dérange pas. Donc, du coup, Cécile, on est arrivé à la fin de cette première partie présentée. Le concret, on rentre dans le concret. On rentre dans le concret, c'est parfait. Voilà, toutes mes excuses. Non, voilà, ce sont les joies du direct. Donc, Cécile, je vous laisse continuer. Et du coup, Olivier, je vous laisse passer les diapos. Hein. Ce n'est pas l'idéal, mais on s'adapte. Hein. Je m'en occupe, pas de souci. C'est ça. Direct. Merci beaucoup. Les joies de la technique. Donc, me revoici. Donc, effectivement, là, on va aborder un point plus technique. C'est concrètement comment on facilite ce travail ensemble. Et on va aborder une méthode, en fait, qui est proposée par l'ANACT,
qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Cette méthode met l'emphase sur, on verra, les contraintes et les ressources dans le travail. Les étapes de la démarche, elles sont 6. Les 3 premières, elles vous seront assez familières. Donc, la première, c'est tout simplement d'aller vers votre service de santé au travail, donc le médecin et ou le psychologue du travail pour les solliciter pour une intervention. Ensuite, aura lieu une rencontre entre donc le service de santé au travail, médecin, psychologue et les parties prenantes, donc l'employeur et les instances représentatives. L'objectif de cette étape, c'est tout simplement d'identifier les besoins, les attentes de la structure, comprendre et cerner les enjeux, le contexte. Et donc, tout simplement, dans notre jargon, c'est une étape d'analyse de la demande. À l'issue de cette première rencontre, le service de santé au travail, psychologue et médecin, seront à même de vous proposer une démarche d'intervention. D'accord? Donc, il vous sera alors présenté la méthode qui sera employée et les outils auxquels on aura recours. D'accord? L'objectif ici, c'est que cette démarche soit validée par l'employeur, la direction et les représentants du personnel. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait cette étape de validation, sinon tout simplement, elle ne pourra pas avoir lieu. Donc ça, c'est le prérequis quelque part. Ensuite, Olivier, est-ce qu'on peut continuer? Parfait, merci beaucoup. Ensuite a lieu l'aspect plus pratique, donc la mise en œuvre de ces espaces de discussion. Donc, seront organisés plusieurs groupes de discussion qui comporteront maximum 6 salariés et minimum 3. Au-delà de 6, les discussions ne seront pas possibles et ces espaces de discussion seront animés par le psychologue du travail. Donc là, on est sur le versant formel dont on parlait précédemment. On est vraiment sur ces échanges formels où il y a la présence d'un tiers qui dirige quand même ces discussions, qui leur donne corps. L'étape 5, c'est qu'à l'issue de ce travail, au sein de ces espaces de discussion, des propositions d'amélioration vont émerger. Ces propositions d'amélioration seront discutées lors de concertations avec les représentants de la direction, du personnel et bien sûr le psychologue et le médecin du travail. Ces propositions d'amélioration, ces axes à l'arrivée d'amélioration pourront également être formalisées, introduites dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de la démarche. Maintenant, on va voir concrètement. Donc voilà, donc effectivement, donc cette démarche et ces outils qui peuvent être en place, nous avons 3 exemples à vous expliquer. Donc Cécile, on vous écoute. Oui, donc on va voir 2 premiers exemples qui sont ici de la pratique d'un collègue psychologue qui travaille là en back-office. Et ces 2 exemples utilisent la méthode de l'ANAC. Donc, cette idée d'identifier à chaque fois les contraintes et les ressources. Donc là, c'est un exemple, donc une intervention qui a eu lieu dans un service de soins à domicile. Les contraintes, au cours des échanges, du coup, qui ont été identifiées, c'était des contraintes liées très clairement à des situations de violence externe. Donc, vraiment, les salariés faisaient face à la violence du public, là, ici, des usagers. Le fait que, voilà, ils géraient un public et des personnes qui étaient, voilà, soit qui présentaient des pathologies, des troubles difficiles à gérer, soit qui, par leurs émotions, ils devaient gérer cette colère également et cette agressivité potentielle. Les ressources qui ont été identifiées, ça fait écho à ce que vous a dit Olivier du coup précédemment, c'est en fait le soutien. C'est le soutien entre collègues, le soutien du supérieur. Donc là, on voit apparaître le fait que les personnes qui interviennent, donc les salariés de ce service de soins à domicile, elles se sentaient soutenues par leurs collègues infirmières qui étaient à même de venir avec elles, soutenues également par le médecin traitant, soutenues par leur supérieur, qui pouvait être un relais lorsque ça se passait mal avec la famille. Et même le supérieur était à même de les protéger en disant « là, ça stop, on arrête la prise en charge ». Donc les ressources ici, c'est vraiment le soutien, encore une fois. De ces discussions ont émergé des pistes d'action pour du coup améliorer ces contraintes, et améliorer du coup le vécu et la qualité de vie au travail de ces salariés. La première action ici, c'est une action de formation, qui est une action de prévention secondaire, et ça a été de se former aux pathologies justement de ce public difficile. Donc ici, des pathologies liées au vieillissement. Une autre action qui a été envisagée, c'est celle de mettre en place des roulements pour les aides-soignantes lorsqu'elles sont face justement à des usagers difficiles. Donc là, on est sur une action de prévention primaire, c'est-à-dire qu'on agit pour limiter l'exposition au risque qui a été identifié. Donc là, ici, le risque de violence. Donc voilà pour ce premier exemple.
On va voir du coup un second exemple qui utilise exactement la même démarche, cette fois-ci dans un centre social. Donc les contraintes ici identifiées sont différentes de par leur nature. Là, c'est vraiment le risque de la charge émotionnelle, c'est-à-dire que le personnel faisait face vraiment devait gérer les émotions, la souffrance, tout simplement, on va dire ça, les choses simplement, du public. Notamment, là, il fait état de la période du confinement où l'anxiété du coup du public a été difficile à gérer, difficile de gérer des situations urgentes, mais de ne pas avoir de solution. Donc là, vraiment, la problématique identifiée, c'est cette forte charge émotionnelle. Concernant les ressources, encore une fois, on retrouve vraiment le cœur de notre présentation aujourd'hui, en fait, c'est cette idée de soutien, cette idée de collectif. Donc, ce qui permet aux salariés de faire face actuellement, c'était le fait de pouvoir échanger avec ses collègues, ses collaborateurs, encore une fois, d'avoir le lien avec le médecin. Mais ici apparaît des éléments intéressants, c'est l'aspect partenaire, c'est-à-dire que c'est quelquefois un peu mis de côté, mais d'avoir des partenaires externes sur lesquels on peut compter, c'est vraiment une ressource très importante. Et également d'avoir du temps, d'avoir un espace temporel pour décompresser, pour relâcher cette pression, parce que voilà, la charge émotionnelle, à un moment donné, on l'engrange, mais il faut avoir un temps aussi pour décompresser. Les actions qui ont été du coup proposées par les salariés, c'était des actions là vraiment aussi très concrètes. Tout simplement, le recrutement de professionnels experts des populations auxquelles ces personnels faisaient face. Donc, recruter un travailleur social, un éducateur de rue, mais on voit encore aussi apparaître cette logique de formation, donc encore une fois, des actions de prévention secondaire, se former ici, notamment aux problématiques liées au handicap, aux addictions, ou encore mettre en place un groupe de travail sur l'accompagnement de ces nouveaux publics, un groupe de travail qui va permettre du coup de s'exprimer collectivement. Enfin, on va voir un troisième exemple, et c'est important de présenter celui-ci, c'est d'ailleurs l'exemple d'Olivier, qu'Olivier nous a rapporté. C'est parce que celui-ci, il utilise en fait une méthode différente. Il utilise une méthode un peu différente, et c'est important parce que vous verrez que la méthode va dépendre de votre contexte et de vos souhaits aussi. Donc là, l'intervention a eu lieu dans un bureau d'études et tout a démarré par une alerte d'une salariée par rapport à une problématique de santé liée notamment aux conditions de travail. Et émerge aussi de façon sous-jacente un conflit avec le responsable hiérarchique. La démarche ici qui a été entreprise est différente, a consisté à rencontrer l'ensemble des salariés et le responsable pour déterminer les déterminants collectifs sur lesquels il était possible d'agir. Donc là, ça veut dire que ce qu'il a été choisi, c'est de s'extraire de cette dynamique où c'est juste un conflit interpersonnel avec le responsable hiérarchique. Non, de s'extraire, d'avoir cette approche collective. Et on va voir ici que là, cette approche collective, elle a permis du coup d'identifier qu'il ne s'agissait pas juste d'une problématique de personnalité incompatible, loin de là, qu'il s'agissait effectivement d'une problématique organisationnelle et notamment ici de justice organisationnelle, puisqu'à l'arrivée, la répartition du travail était perçue comme inéquitable entre les collaborateurs. Les collaborateurs se sentaient peu reconnus dans leur travail et en arrivaient même à perdre du sens au travail. Et bien entendu, ça on s'en doute bien, la crise sanitaire et le travail à distance n'a fait qu'exacerber ces problématiques déjà présentes. Donc là, vraiment, cet exemple, et on va mettre juste le dernier point, il permet vraiment de mettre en avant vraiment cet aspect collectif. Et ici, les pistes à l'arrivée qui ont émergé sont un peu de la même nature en fait que tout à l'heure. On joue sur l'organisation du travail, donc on est dans de la prévention primaire, on met en place des roulements dans les équipes, mais aussi ici, l'idée d'être accompagné par un psychologue du travail pour un peu remettre du lien, c'est une possibilité, une option, remettre du lien dans ce collectif. Donc là, vraiment, ce qu'il faut voir dans cette approche-ci, c'est que l'abord du collectif du travail tous ensemble, ça a permis vraiment de permettre l'expression de l'ensemble des salariés, de remettre aussi ce sens au travail et de remettre le collectif au cœur actuellement, c'est fort important. Merci beaucoup Cécile. Donc voilà, maintenant nous vous avons présenté des exemples concrets, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc Cécile, pour conclure, que va-t-il se passer après? Que pouvons-nous faire? Donc je vous laisse apporter le mot de la fin avant de passer rapidement à quelques questions à l'oral et de pouvoir terminer ce webinaire.
Oui, alors, et après, c'est une bonne question parce que l'après, c'est un peu le maintenant aussi, hein. On est dans cette phase de sortie de crise, on est dans une phase de transition et il va falloir, c'est effectivement une fois de plus agir, hein, et surtout accompagner et anticiper tous les jours, les semaines qui viennent, anticiper cette réelle sortie de crise. Donc, il va falloir bien accompagner le retour à temps plein des salariés, surtout en anticipant les frictions et les conflits qui auraient pu être générés par le travail à distance, et ça, je pense que vous voyez bien de quoi je parle, hein, tout simplement, se créent très vite hein, des sous-groupes de ceux qui sont jamais venus sur site, de ceux qui sont venus tous les jours. Et ça, il faut l'anticiper, mettre les choses à plat avant de pouvoir reprendre un rythme plus commun. Il va falloir aussi être conscient que pour que le collectif se restructure, se fédère et vraiment se consolide de nouveau, ça va être long. Hein, ça va être long, ça va prendre du temps parce qu'on est encore dans une phase d'incertitude malgré tout. Donc, il faut s'accorder ce temps-là. Et un dernier point très important, c'est accepter toutes et tous, hein, managers, non managers, que ça ne sera jamais vraiment comme avant. C'est-à-dire que ce sera jamais, on n'aura jamais vraiment exactement la situation qu'on a connue avant la crise. Ça va prendre une nouvelle forme et ça, il faut l'accepter. Pour ça, il faut vraiment que cette sortie de crise soit bien accompagnée. Et une fois de plus, le manager, je le sais, a un rôle vraiment crucial dans cette démarche. Et quand je dis accompagnement, je dis qu'on est présent quelque part. Hein. En tout cas, nous, services de santé au travail, on est là pour vous accompagner dans toutes les démarches que vous allez ou que vous souhaitez, que vous envisagez d'entreprendre qui ont trait à la santé. Qu'il s'agisse d'une démarche de qualité de vie au travail, une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, nous, on est là. À partir du moment où la santé est votre objectif, nous serons présents, puisqu'à l'arrivée, une démarche de qualité de vie au travail ne peut aboutir que si les salariés sont en bonne santé. Une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, son objectif central, c'est tout simplement la préservation de la santé des collaborateurs. Et quand je dis nous tous, hein, nous, services de santé au travail, hein, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Olivier, on peut peut-être passer à la slide suivante. Et voilà, nous sommes des équipes pluridisciplinaires, hein, on vous accompagne au quotidien, en tout cas, on le fait au mieux et on agit pour ça. Et nous, c'est médecins du travail, infirmiers en santé au travail, psychologues, ergonomes. Vous le savez, ça fort bien, c'est qu'on voilà, on agit dans le cadre du suivi des salariés, mais on a aussi des actions plus larges et plus diverses, hein, de veille et de sensibilisation, d'action en entreprise, mais également de conseils et de prévention. Donc, si jamais, et ce sera là, du coup, effectivement, le mot de la fin, vous envisagez de mettre en place une démarche de prévention, une démarche même de qualité de vie au travail, il y a, on va dire, 4 prérequis, 4 conditions sine qua non pour qu'elle se passe bien. Tout d'abord, c'est qu'il faut qu'une relation de confiance s'établisse avec votre service de santé au travail, dans le sens où il faut qu'on agisse de concert, main dans la main, pour vraiment être à même d'avoir ces moyens d'action. Ensuite, ça vous est assez familier, sera mis en œuvre, c'est une démarche participative et collective. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'une démarche de prévention, son objectif et unique objectif initial, c'est la santé. C'est la santé, ce n'est pas motiver les collaborateurs, ce n'est pas augmenter la satisfaction. Ça vient après, il n'y a aucun souci. Tout d'abord, c'est nous assurer que les salariés sont en bonne santé. Des gens qui vont bien, après, il n'y a pas de problème, ils sont déjà logiquement plus motivés, mais après, on peut motiver les troupes quand les troupes vont bien, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, il va falloir aussi, une fois de plus, changer un peu d'angle de vue et de perspective, dans le sens où une démarche de prévention, contrairement à tous les autres projets que vous pouvez gérer, qui sont quelquefois, voilà, qui s'échelonnent à court terme, une démarche de prévention, il faut adopter une vision à moyen voire long terme. C'est vraiment, ça prend du temps à se mettre en place, ça prend du temps à être mis en œuvre et ça prend du temps tout simplement pour voir les effets. Donc, si vous voulez vraiment qu'une démarche de prévention ait du succès, et il faut le voir comme un investissement pour la santé de vos collaborateurs et aussi la santé de vos entreprises. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Donc effectivement, le point aussi important à retenir aujourd'hui, c'est que vos services de santé au travail sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à prendre contact, que vous soyez un salarié ou un employeur ou un manager, avec votre médecin du travail pour lui exposer la situation. Tous vos échanges restent bien entendu confidentiels avec celui-ci et il pourra, en fonction de la situation, s'adapter, faire intervenir son équipe pluridisciplinaire ou vous aider à mettre en place des process.
Alors, donc, merci beaucoup Cécile et Olivier pour cette présentation et merci Olivier d'avoir repris la partie le temps que nous résolvions nos problèmes techniques. Alors, pour conclure, je vous propose de répondre à une petite question notamment qui a été posée, qui peut intéresser donc, tout le monde. Donc, je vous laisse soit faire une réponse commune, hein, celui qui a envie de prendre la réponse. Donc, une personne nous demande, si je m'aperçois qu'un salarié ne va pas bien en tant que responsable RH, ai-je le droit de discuter avec lui sur son état émotionnel sans être accusé d'ingérence dans la vie du salarié ou au niveau du code du travail? Alors, je ne sais pas, Cécile ou Olivier, comment ça se passe pour un responsable RH dans les étapes qu'il doit suivre. Peut-il parler, faire un point avec son salarié sans avoir ce retour-là? Peut-être je commence à répondre et Gaëlle, Cécile, tu complèteras. Ouais, ça marche. Lorsque tu parlais du mode de management particulier, hein, je pense que c'est tout à fait nécessaire de parler à un salarié qu'on a identifié comme étant fragile ou fragilisé ou en souffrance pour comprendre comment est son état d'esprit, quelle est la gravité de la situation. Et il n'est pas du tout possible de reprocher à quelqu'un d'avoir cette démarche, surtout si elle est bienveillante, hein. En fonction des informations ou de la discussion que vous pourriez avoir avec votre salarié, vous pouvez ensuite l'orienter vers un médecin, son médecin traitant, si les soins sont importants et nécessitent une intervention urgente, ou le médecin du travail, pour avoir un avis différent d'orientation. En tout cas, ce que je dirais, c'est que si jamais vous décidez de l'orienter vers le médecin du travail, il faut être transparent, clair sur la démarche. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est pour avoir un avis ou alors parce que vous êtes inquiet? Mais en tout cas, prévenir le salarié, l'intégrer dans la démarche et normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que il n'y a pas d'ingérence dans le sens si ça reste aussi autour du travail. Si vous voyez que la discussion dévie vraiment aussi sur une souffrance qui serait générée par la vie personnelle, là, on est sur autre chose aussi. Là, il ne faut pas hésiter, comme l'a dit Olivier, à orienter ou à conseiller ce salarié à aller vers son médecin ou le médecin du travail. Mais au contraire, parce qu'à l'arrivée, ça montre juste que vous êtes à l'écoute. Donc, ça peut être que bénéfique que d'aller vers un salarié où vous identifiez que cette personne est en situation de mal-être. C'est que bénéfique. Effectivement, merci Cécile. Alors, entre-temps, des sondages sont apparus donc sur la droite. N'hésitez pas à y répondre avant de vous déconnecter, hein. Donc, 3 petits sondages pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Nous n'avons pas… d'autres questions ont été posées, mais de manière très individuelle. Donc, notre équipe en back-office est en train de finir d'y répondre. Donc, comme celle-ci concerne vraiment une situation particulière posée par le participant, on ne va pas en parler en direct. Donc, je vous propose de clôturer donc ce webinaire. Donc, je vous remercie encore Olivier et Cécile donc, pour votre participation, mais également Diane, Pierre et Cynthia qui ont répondu à vos questions. Donc, le replay ainsi que la présentation donc, seront disponibles sur le site internet de Geste dans la journée, donc association-geste.org. Vous aurez également directement le lien du replay en mail pour vous qui nous suivez. Donc, il s'agissait donc du dernier webinaire de Geste pour l'été. Le prochain qui portera sur les démarches de prévention sera prévu en septembre prochain. Et de la même manière, vous serez informé par votre propre service de santé au travail. Donc, en conclusion, après tout ce qui a été dit, nous vous invitons vraiment, au besoin, à vous tourner vers votre médecin du travail qui pourra vous accompagner. Olivier, Cécile, un petit mot de la fin avant de clôturer? Je souhaite à chacun qui nous a écoutés d'avoir trouvé quelques clés pour rendre son travail plus humain et que les choses aillent vers le mieux. Oui, c'est un très bon mot de la fin. Et moi, j'aurais une attention aussi particulière pour les managers, parce que pour moi, ça reste
important, c'est que pour qu'une équipe aille bien, hein, il faut quand même que le manager aille bien. Donc, il ne faut pas hésiter quand même, hein. Quand vous êtes manager, il y a des actions qui sont entreprises par les différents services de santé au travail. On est là pour vous accompagner car à l'arrivée, vous êtes un pivot essentiel pour la santé du collectif. Voilà. Eh bien, parfait. Eh bien, merci encore. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, profitez du soleil sans trop de chaleur, protégez-vous également. Et donc, GEST, l'association des services de santé du Grand Est, vous donne rendez-vous en septembre prochain pour son nouveau webinaire. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.